Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Tout le monde m'entend bien, oui. Bon. Alors je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Emmanuel Rochat, je suis directeur pour les activités d'Orange sur les régions Centre-Val de Loire et Normandie. Et donc je suis ravi aujourd'hui d'être l'hôte de cet atelier collaboratif et de pouvoir participer avec vous à ces échanges de ce soir. Alors pourquoi Orange est partenaire du LH Positive Economy Forum? Donc Orange, on a un projet d'entreprise qui s'appelle Essentiel 2020, qui date de 2015, qui va nous amener jusqu'en 2020, et dont l'ambition c'est d'offrir à nos clients une expérience incomparable avec Orange. Et dans ce projet, au cœur de ce projet, Stéphane Richard, qui est notre PDG, a souhaité réaffirmer et réancrer dans notre projet nos engagements d'entreprise responsable, qui sont des engagements anciens, des engagements de France Télécom puis d'Orange, et donc de les mettre vraiment au cœur de ce projet. Ces engagements, ils s'articulent autour de 3 enjeux identitaires. Le premier, c'est d'être un opérateur de la transition énergétique, et donc on a cette ambition de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre entre 2006 et 2020. Le deuxième, c'est d'être un opérateur de confiance, et donc de travailler sur la sécurité des données, la sécurité des services, et aussi de développer des usages qui sont des usages responsables, qui sont des usages sûrs. Et puis notre troisième enjeu, c'est d'être un opérateur qui contribue au développement économique et social des territoires sur lesquels on est présent. Cet engagement-là, évidemment, il s'incarne dans nos investissements dans nos réseaux. Il s'incarne aussi dans l'action au quotidien de la Fondation Orange, qui est présente sur l'ensemble de nos implantations géographiques. Alors ces 3 enjeux, ils sont portés au plus proche des territoires par les directions Orange, et notamment la direction Orange Normandie Centre, dont j'assure la direction, parce que nous avons une histoire d'opérateurs de proximité, d'employeurs locaux, d'aménageurs aussi du territoire, et cette identité-là, on souhaite la conserver, on souhaite capitaliser, et donc on porte ces engagements comme nos activités, je dirais business, on porte aussi ces engagements sociétaux au plus proche des territoires et avec les acteurs du territoire en proximité. Alors chez Orange, plus que jamais, on a la conviction que le numérique, c'est un levier majeur pour accélérer le développement économique et social. Accroître les potentiels, développer une société plus intelligente, plus ouverte, plus responsable, contribuer à faire de notre planète une planète plus connectée, mais aussi une planète mieux équilibrée. Ça fait partie des enjeux qu'on souhaite accompagner avec nos innovations, avec nos activités. Et face aux transformations qui sont induites par le numérique, un de nos points de vigilance, c'est qu'on puisse permettre à chacun d'en tirer profit de façon équilibrée, parce que finalement, ce qui nous importe, c'est plus l'humain que la technologie, ou en tout cas, derrière la technologie, c'est l'humain qui nous semble important. C'est pour ça qu'en 2013, on a créé le Digital Society Forum, de façon à donner au plus grand nombre des clés de compréhension sur comment tirer au mieux parti de la révolution numérique. Et donc en tant qu'acteur de la transformation numérique, en tant qu'acteur aussi de l'aménagement des territoires, nous sommes très fiers de pouvoir nous associer au LH Positive Economy Forum, parce que finalement nous nous sentons concernés par toute initiative qui permet la réflexion et qui permet de dégager des pistes d'action sur comment créer une économie plus positive. Alors qu'est-ce que c'est que le Digital Society Forum? Je vous en ai parlé. C'est une plateforme collaborative ouverte que nous avons créée en 2013 en collaboration avec Psychologie Magazine, avec la FING, avec BVA et avec des chaires de recherche. Sur cette plateforme, aujourd'hui, nous avons 12 thèmes qui ont rapport avec les ruptures, les transformations sociétales qui sont
qui sont générés par le numérique. Et ces travaux que nous conduisons sur ces 12 thèmes, ils partent de travaux de recherche, essentiellement produits par un de nos laboratoires de recherche dans lequel on a un certain nombre de sociologues qui travaillent, qui s'appelle le laboratoire SENS. Et à partir de ces travaux de recherche, on a des petits groupes qui enrichissent ces travaux de façon à ce qu'on puisse les publier et puis derrière organiser un certain nombre de manifestations pour encore les enrichir, les partager, des manifestations qui sont organisées à la fois au niveau français mais aussi au niveau à l'international. J'essaie de retrouver mes petits. Alors oui, ce soir, je parlais des 12 thèmes. Ce soir, on va vous proposer d'échanger et de co-construire sur un de ces 12 thèmes qui est intitulé d'un engagement citoyen à l'heure du numérique. Alors pourquoi ce thème? Ce thème, c'est un thème qui, moi, me touche beaucoup parce que sur le terrain, je le vois tous les jours, au-delà de l'entreprise, au-delà des associations, au-delà des collectivités, des organisations territoriales. Le citoyen, lui aussi, a un rôle important à jouer dans la société, et c'est un rôle qu'il revendique, et nous, on le voit quotidiennement. Et ce rôle, finalement, et cette revendication, elle est d'autant plus forte que le numérique, au travers de la création, de l'émergence d'un certain nombre de plateformes d'application, d'un certain nombre de mouvements citoyens en ligne, semble être en train de redessiner les modes d'expression du citoyen et finalement les formes d'une démocratie plus participative. Et donc notre atelier ce soir, c'est le troisième atelier sur ce thème-là. Il y a eu un atelier qui a été organisé à Paris au Collège des Bernardins en décembre 2016. Et donc finalement nos réflexions de ce soir prennent un peu la suite de ces travaux-là. Nos réflexions de ce soir feront l'objet d'une restitution dans le but de partager ce qu'on se sera dit, ce qu'on aura formalisé avec le plus grand nombre. Alors nos échanges ils se feront en présence d'un grand témoin. D'abord je remercie pour sa présence aujourd'hui et pour les éclairages qu'il va nous donner au fil de cette soirée. Donc Jérémy Paré, qui est CEO et cofondateur de Stig. Donc Jérémy a fait des études dans la conception et le design de produits, puis il est devenu journaliste et puis rédacteur en chef pour un certain nombre de publications. Et puis en 2011, il intègre une agence de communication et de formation en tant que responsable d'une équipe qui conçoit et qui design des applications. Et c'est au cours de ces 5 ans qu'il rencontre Germain Lecourtois, qui est un développeur de talent, et avec lequel il fonde en 2015 Stig. Donc Stig, c'est une entreprise, c'est une start-up, c'est une application de démocratie participative qui a vocation à rassembler des idées des citoyens et de permettre à chacun de donner son avis sur ces idées-là et donc de faire émerger un certain nombre d'idées plus ou moins consensuelles. Donc sur Stig, finalement, vous avez 3 actions principales. Vous pouvez proposer une idée, vous pouvez voter pour ou voter contre cette idée, puis vous pouvez aussi contribuer aux idées des autres au travers d'amendements. Eh bien, pas mal. Bon, avant de démarrer l'atelier, je souhaite également vous présenter Luc Picot. Luc Picot qui est notre second intervenant, donc qui est titulaire d'un doctorat en droit et d'un DEA en sciences politiques. Luc Picot a animé pendant 5 ans le service juridique d'EDT, le Centre de ressources du développement territorial, et en parallèle s'est investi dans la vie d'un certain nombre d'associations au niveau national. Et puis en 2012, il est nommé directeur de Décider Ensemble, qui est un think tank qui a vocation à rassembler les acteurs de la société française pour créer puis diffuser une culture de la décision partagée. Alors Luc Picot, merci d'être là également ce soir. Et donc je vais vous donner la parole pour que vous nous éclairiez sur l'état de vos recherches sur le sujet qui va nous occuper ce soir. C'est organisé, oui. Merci Emmanuel, merci Orange et au Digital Society Forum de m'inviter.
Moi j'ai donc, je crois, 9 minutes et 30 secondes pour vous dire un petit peu de l'état de la situation sur la question du numérique et de l'engagement citoyen. Il y a la première chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on a certes une révolution du numérique, mais on a aussi une révolution au sein de la société française, avec une société qui change complètement, à l'image des autres sociétés, sur le rapport au pouvoir, le rapport à la décision, le rapport à l'engagement. On ne peut pas concevoir l'impact du numérique dans l'engagement citoyen si on n'analyse pas et on n'observe pas que la société change profondément. On le dit très clairement, par exemple, la génération Y, les milléniums, ont des comportements, par exemple, on l'observe à l'école, qui sont tout à fait différents de leurs parents et de grands-parents. Et donc, la question, c'est peut-être, quelle est la corrélation entre les deux? Est-ce que c'est le numérique par ses spécificités, l'horizontalité des échanges, le décloisonnement, le fait que l'expertise n'est plus à une seule personne, elle est détenue par une communauté? Il n'y a qu'à voir le succès de Wikipédia. Wikipédia, c'est l'intelligence de plein de petits grains, plein de petites personnes qui fait une intelligence collective, tout à fait différent de l'encyclopédie de papa, où il y avait juste quelques rédacteurs pour rédiger l'ensemble de la connaissance. Donc, qu'est-ce que les spécificités du numérique par rapport au changement culturel de la société? Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? On pourrait se questionner, mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui. Ça, c'était la première remarque importante à avoir. La deuxième remarque importante que je voulais vous évoquer, c'est le numérique qui bouscule complètement notre rapport au pouvoir et à la décision, pour plusieurs raisons. Et trois grandes raisons que je donnerais, c'est la transparence. La transparence, c'est une valeur morale, mais c'est surtout une application. Et le numérique permet de créer de la transparence en donnant de l'information pour tous. Ça, c'est un élément nouveau. Parce qu'avant, vous aviez l'information. Pour avoir l'information, il fallait aller la chercher, soit en préfecture pour savoir qui avait les marchés publics, pour connaître le parcours des gens. Connaître le parcours des gens était impossible autrefois, sauf pour ceux qui étaient dans le ouzou. Maintenant, vous allez sur LinkedIn et vous connaissez le parcours des gens. Donc vous pouvez regarder les conflits d'intérêts potentiels. Choses qui sont extrêmement nouveaux. Vous voyez, la transparence, le numérique, c'est un facteur de transparence considérable. Deuxième point où le numérique apporte beaucoup, c'est sur la participation. Autrefois, lorsqu'on voulait faire participer les gens, pour faire participer les gens, la première chose, c'est qu'il faut les informer. Donc on avait des canaux d'information assez classiques, la presse écrite, la radio, la télé. Aujourd'hui, on a des canaux de transmission d'informations qui sont beaucoup plus importants, via le numérique, les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup plus fins, parce qu'on arrive à cibler beaucoup plus facilement ce qui vous intéresse. Vous connaissez tous l'expérience, vous allez sur un site internet, et ben, si vous avez acheté un vélo, ou si vous avez consulté des sites de vélo, ben vous êtes sur un site ailleurs, on va vous proposer des vélos, parce qu'on arrive à anticiper un petit peu vos besoins. Donc on arrive à cibler énormément. Mais ce qu'on fait dans la consommation, en ciblant, on sait le faire aussi pour l'information. Il n'y a qu'à voir la campagne américaine avec Donald Trump et Hillary Clinton, ils ont dépensé des millions de dollars dans la campagne pour faire une chose, le ciblage de l'information. Et vous avez vu la dernière polémique qui sort, où les Russes ont acheté un certain nombre de pubs auprès de Facebook, justement en essayant de cibler cette information. Ça, c'est très important. Deuxième chose, sur la participation, après avoir informé les gens, on arrive à faire remonter vos demandes. Autrefois, par exemple, si je prends une enquête publique, vous connaissez tous à peu près une enquête publique. L'enquête publique traditionnelle, il fallait aller en mairie, écrire sur un registre entre 16h et 17h sur ce que vous souhaitiez. Aujourd'hui, maintenant, l'enquête publique, elle est dématérialisée. Et donc, vous pouvez donner votre avis sur l'enquête publique à tout moment. Ça, c'est un aspect important du numérique. Et que je le rappellerai, c'est l'abaissement du seuil de la participation. Avant, pour participer, il fallait être dans le bon créneau. Il fallait être au bon moment, au bon endroit. Aujourd'hui, grâce aux applis,
et ça c'est la révolution du smartphone, c'est qu'on peut participer où on veut, on attend ses enfants à l'école, on a 5 minutes de libre, paf, on ouvre une appli et on va pouvoir participer. Il est minuit, on peut participer avant de se coucher, et donc on abaisse le seuil de participation. Deuxième chose aussi dans l'abaissement du seuil de participation, qui est fondamentale, c'est qu'on peut véhiculer des idées complexes de manière beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle la data visualisation. Avant, autrefois, quand on voulait donner une idée complexe, on faisait un écrit très long. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Dans les réseaux sociaux, ce que vous regardez, c'est quoi? C'est des mini-vidéos, c'est des infographies, c'est des illustrations, des dessins. Donc vous avez une façon de communiquer, de transmettre une information qui est maintenant tout à fait différente et qui est beaucoup plus facile d'accès. Parce que la lecture, c'est quand même, il ne faut pas se cacher, c'est un public très restreint, que ce soit aujourd'hui ou il y a 50 ans. Aujourd'hui, grâce à une simple vidéo, vous pouvez toucher un public illettré. Et ça, c'est nouveau. On peut faire participer beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est sur la participation, on touche plus de monde avec l'abaissement du seuil de participation. Et donc, on récupère plus aussi de ce que vous dites. Prenez l'exemple de l'enquête. Et le troisième point important, c'est la collaboration. On a des outils, des plateformes pour faire collaborer les gens. Vous êtes dans des entreprises, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est des outils numériques pour faire travailler les gens ensemble. Par exemple, on aurait pu faire là, par un Google Doc, on aurait pu, tapant la synthèse, visible par tout le monde, modifiable par une autre personne. Parce qu'on aurait eu tous, c'est un outil tout simple, hein, ouvert à tous. Mais on aurait pu là produire quelque chose de beaucoup plus collectif et donc de faire collaborer les gens. Ça, c'est aussi des grands apports du numérique. Alors, est-ce que cette promesse donc, du numérique qui permet de faire plus de transparence, plus de participation, plus de collaboration, est-ce que c'est une promesse qui est atteignable complètement? C'est une promesse, mais il y a des handicaps. Et je vais terminer là-dessus parce que je crois que mes 9 minutes sont presque atteintes. Ça n'a pas encore sonné, mais c'est pas grave. Ah, parfait. Là où on met nos limites. Nos limites, c'est que le numérique, il crée, comme tout dispositif, il crée des communautés. Et on a des communautés du numérique. Et le problème avoir des communautés, c'est très bien, hein, je ne suis pas du tout... Mais le problème des communautés, c'est qu'elles, des fois, elles sont un peu fermées. Et donc, il faut toujours veiller à ce que les communautés restent ouvertes. Donc ça, c'est ceux qui conçoivent les applications doivent toujours veiller à ce qu'on puisse élargir la communauté. Donc, il faut éviter de jargonner. Vous le savez, quand vous êtes sur un forum de discussion, souvent, la discussion, au début, elle intéresse tout le monde, et à la fin, elle intéresse 3 personnes. Et il faut vivifier ces communautés-là. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, il faut toucher le plus grand nombre. Parce qu'on va toucher très facilement les early adopters, les geeks, ou les gens qui sont insérés dans la société et dans la globalisation. Mais il faut aller chercher tous les publics. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi leur parler. Et donc, il faut aussi, de la part des porteurs, être extrêmement attentif que quand on conçoit un outil, un dispositif, il faut le penser pour tous. Et donc, il faut être inclusif. Ça, c'est un deuxième engagement. Et donc, le dernier sur lequel je vais finir, notre promesse d'engagement citoyen, de plus grand engagement citoyen, parce que c'est ça la demande, hein. On ne fait pas du numérique pour du numérique, sinon ça n'a pas d'intérêt. On fait du numérique pour qu'il y ait plus d'engagement par rapport à une société où on voit un désengagement. Il faut donc qu'on réussisse le pari de la massification. Aujourd'hui, on est... Donc je ne jette pas la pierre, puisque le numérique et l'engagement citoyen, ça a 3, 4, 5 ans maximum. Mais le défi de la décennie qui s'ouvre, c'est comment on massifie tous nos outils, tous nos dispositifs, et qu'on puisse toucher tout le monde. Et là je conclus, ce n'est pas grave si on ne touchera pas tout le monde, parce que tout le monde est libre de participer ou pas. Tout le monde est libre de s'engager ou pas. On n'est pas une dictature de l'engagement, mais il faut que tout le monde ait la possibilité de le faire. Ça, c'est le défi qu'on aura pour la prochaine décennie, et c'est là où les acteurs type Orange ont un enjeu majeur, parce qu'ils couvrent tout le territoire, ils touchent tout le monde. Et donc, le défi, il sera partagé par tous, collectivités locales, entreprises et communautés, et citoyens, plus ou moins engagés. Merci.
Allez. Merci beaucoup. Merci, c'est parti. Tout va bien, ça s'est bien passé. Alors, bonsoir à tous. Donc, Isabelle Lefort, je suis la directrice éditoriale et programmation du LH Positive Economy Forum. Donc, certains l'ont déjà vu. Hier, c'était avec les enfants, les lycéens. Aujourd'hui, on a fait quelques ateliers, etc. Et là, on est ensemble, alors, avec un défi qui est de réfléchir ensemble et aussi de s'amuser pour inventer, pour créer ensemble. Alors déjà, est-ce que vous êtes bien présents? Tout va bien? Alors, attendez, là, pas bien du tout. On reprend un petit peu avec un peu d'énergie. Est-ce que tout va bien? Oui. Ah, voilà, on commence comme ça déjà. Alors, deuxième chose, il y a un piège. Il y a un mot que je ne dois pas prononcer, et a priori je vais le prononcer, qui est le mot travail. On n'est pas là pour travailler, on est là pour réfléchir, on est là pour s'amuser, on est là pour inventer ensemble. Donc, si je le fais, eh bien à chaque fois, Valérie, on a un jeu entre nous, je mettrai 1 euro ou 1 franc, enfin on verra bien dans quel état je serai. Deuxième chose, là, tout l'événement est en live tweet, donc je vous donne juste les codes à moins qu'ils s'affichent immédiatement. Donc c'est DSF Citoyen et PEF 2017. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à relayer. On est là pour réfléchir, s'amuser ensemble, imaginer le monde de demain, et de manière positive, puisque c'est quand même un tout petit peu l'objet de ce forum. On va, dans un premier temps, réfléchir ensemble sur l'engagement citoyen, l'État, le changement, donc l'identification des changements, pendant 15 minutes. Alors pour ça, on va vous demander de réfléchir, d'élaborer ensemble, dans les groupes auxquels vous avez déjà été un peu composés par Charlie. C'est bien ça, Charlie, tout va bien? Ok, super. Donc pendant 15 minutes, on va vous distribuer des, non pas des outils, mais des papiers. Voilà, aussi dans l'outil, etc. Des papiers dans lesquels vous allez ensemble réfléchir pour nous faire 3-4 propositions de changements que vous identifiez. Il va falloir les écrire simplement pour qu'on puisse vite les échanger ensemble, qu'on puisse partager, etc. Nos intervenants vont se faire un plaisir de venir avec vous et je dirais que là, c'est parti. Valérie, c'est parti? Eh bien, c'est parti, donc on y va. Allons-y. Donc 15 minutes de réflexion, de collaboration, etc. ensemble. Parti. Alors, on va demander à chaque représentant ou porte-parole d'un groupe de nous donner, non pas tous les changements, etc., parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais un changement majeur. Et c'est Bertille Gauthier qui est ici, voilà, la jolie Bertille, qui non seulement est maîtresse du temps, mais qui également va être notre scribe ce soir et qui va noter en direct pour vous l'ensemble de vos changements qui s'afficheront sur l'écran. Alors, qui veut commencer? Allez, qui dans ce groupe? Allez-y, c'est parti. Donc, parmi les 3 changements qu'on a déterminés, je vais un seul pour répondre aux consignes. Phrase courte, sujet, verbe, complément, le numérique, c'est... Le numérique permet de déclarer et payer ses impôts. Alors, ensuite, qui veut prendre la parole dans le groupe? Allez, en évitant bien évidemment de répéter ceux qui auraient pu déjà être déterminés. Alors nous on est parti sur le fait que le numérique permettait un accès plus direct aux décideurs. Ok. Bonsoir. Donc le numérique permet également de passer de récepteur à émetteur de l'information, par exemple dans le cadre de la politique. Sujet, verbe, complément, pardon, c'est un petit peu long. On reprend. Donc le numérique permet de passer de récepteur à émetteur de l'information. C'est-à-dire qu'auparavant, on était uniquement, je dirais, récepteur avec le journal des 20 heures, les presses médias, papier, etc. Et désormais, avec le numérique, on est également acteur, puisqu'on peut émettre des avis, échanger et enrichir effectivement D'accord. son On avis. devient acteur, en fait. Le numérique permet d'être non seulement observateur, mais également acteur. T'as vu l'engagement citoyen? Vous n'êtes pas tout seul, hein, donc démocratie, j'ai le droit de... C'est moi qui choisis, ok? Alors... Donc le numérique facilite le civisme. Alors, pour exemple, ça facilite la remontée d'informations des opérateurs.
Pour exemple, chez Orange, quand il y a un dommage sur ouvrage, on peut signaler beaucoup plus facilement les dommages sur ouvrage. Et l'entraide aussi. Top, ça suffit. J'ai bien compris, non, ça va pas du tout. Allô. Levez la main. Ok, je me trompe. Ok. Madame Faki, oh non, pas toi. Alors pour nous, Si tu peux éventuellement parler dans le micro, ce serait mieux. Merci, comme ça tu... alors pour nous, le numérique permet surtout, aussi, un engagement transfrontalier qui dépasse donc bien sûr les frontières. On passait notamment à une initiative qui s'appelle Stop Plastic in the Sea, désolé pour l'accent, qui en fait remonte à l'Union. C'est une initiative qui est faite par plusieurs pays et qui n'est signée par l'Union européenne que s'il y a un minimum de signatures. Donc, saisie. Alors, ensuite, dans ce groupe. Alors, nous, on a noté 3 idées classées dans l'ordre suivant. 4 votes pour. Grâce au numérique, nous pouvons signer plus de pétitions. Nous ne citerons pas les marques qui ont été listées. Deuxièmement, l'administration, grâce au numérique, est plus engageante pour être un meilleur citoyen. On paye mieux ses impôts. Ah non, mais tu répètes des choses qui ont déjà été dites, ça. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Et alors, le dernier, c'était... Mais non, elle dit une seule, t'avais qu'à écouter, c'était un seul changement. Alors, qui, parmi nos chers intervenants, veut prendre la parole? Luc, au lieu de rire. En fait, c'est réagir aux propositions, enfin, aux idées qui ont été faites. C'était... Non, si vous avez un changement qui ne figure pas, vous avez le droit de le dire. Voilà. Et comme vous êtes en dernier, vous devez donner un changement. Et Ben, Valérie vous êtes- le dise. On lui laisse le dire? Ah ok. Valérie change les règles. Ça c'est bien, moi, ça. Allez. Crowdfunding. Please, crowdfunding. Donc le crowdfunding. Le numérique permet donc le crowdfunding qui est ce financement de projets participatifs ensemble. Alors Luc. Ce qui est génial, c'est qu'en réalité, tout ce qui est là, c'est des choses qui existaient hors du numérique. Le numérique n'a rien inventé, mais elle a optimisé et mis de manière beaucoup plus puissante les choses existantes. Du transfrontalier, on en a toujours fait, mais grâce au numérique, on le fait de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitive, sans même se poser la question en disant « Ah, je suis en train de discuter avec un Américain via un blog ou une appli. Payer ses impôts, j'espère qu'on n'a pas attendu le numérique pour payer ses impôts. Et on voit la facilité dans laquelle on a pour payer ses impôts. Là où créer ses impôts avant, il fallait faire son chèque, c'était quelque chose de très difficile. Vous vous souvenez, il fallait le faire le dernier jour. Ben là, avec le numérique, c'est beaucoup plus facilité. La mensualisation a explosé grâce au numérique, la mensualisation des impôts. Quelque chose qui était devenu de dur de payer ses impôts et maintenant, c'est beaucoup plus facile. En réalité, si je ne vais pas faire toute la liste. Ah non, non, tu sais que... Pardon, vous avez... Mais le crowdfunding, ça existait. Le financement dans des petites communautés, des investisseurs locaux, ça existait. Sauf que c'était très compliqué à monter et il fallait être initié. Le numérique, il casse le fait qu'on n'est plus obligé d'être un initié pour faire des choses. Tout est accessible. Vous avez un problème de santé, vous n'avez plus besoin uniquement de voir un médecin ou un spécialiste. Vous avez toutes les informations, vous pouvez dialoguer avec des gens dans le monde entier pour résoudre votre problème de santé. Donc le numérique, c'est l'avantage, c'est qu'il ne crée pas forcément des choses nouvelles, mais il maximise, il décloisonne, il ouvre. Mais ça profite à qui? Pas forcément à nous. À vous surtout. Non, je suis pas d'accord. Alors, Je suis pas d'accord. Par exemple, payer ses impôts en ligne, que ça soit prélevé automatiquement, que vous ayez la facilité de payer, ok, mais on a surtout la facilité de vous piquer du fric, on a surtout la facilité de vous fliquer, on a surtout la facilité de vous ficher partout. Maintenant, vous perdez votre compte, moi je suis en train de préparer ma retraite, vous perdez votre compte de compte retraite, on vous dit, mais vous pouvez, grâce à vos codes des impôts, vous connecter à votre compte retraite. Donc tout est connecté, vous êtes complètement fliqué. Et ça ne me profite pas, moi, ça profite à tous les autres. Emmanuel. alors, Jérémy.
Moi, je voudrais juste réagir à ce que vient de dire monsieur, déjà. Bonsoir à tout le monde. C'est que Internet, c'est un outil, et donc par définition, c'est comme un marteau. Un marteau, vous pouvez en servir pour planter des clous, pour taper dans la tête de quelqu'un. Et donc, c'est pas Internet qui est à blâmer si on propose des usages qui vous semblent pas correspondre à vos attentes. Internet, c'est agnostique, et donc chacun peut proposer un usage de cet outil. Moi, il y a un truc qui me frappe particulièrement, là. Je suis passé un peu voir toutes les tables, ce que vous avez écrit chacun. C'est votre définition de citoyen. Parce que quand je vois ce qui est écrit là, c'est beaucoup plus large que la définition du citoyen lambda qu'on a habituellement à l'école. Et donc je pense que ça représente un vrai changement dans ce qu'on perçoit comme étant la citoyenneté chacun. Par exemple, le crowdfunding, a priori, c'est pas vraiment de la citoyenneté, mais si on réfléchit à ce que ça permet de faire, permettre à chacun de participer au financement de projets, etc., ben on peut considérer que c'est de la citoyenneté. Donc je trouve que ça c'est très intéressant, la largesse de vos propositions, enfin, le nombre de propositions, et c'est assez intéressant. Et puis j'ai vu aussi des choses qui m'ont un petit peu plus interpellé et d'autres que j'ai pas vues. Et il y a une chose que j'ai pas vue notamment, c'est que on parle de citoyenneté, et donc habituellement, surtout à l'échelle locale, le début de la citoyenneté, c'est par exemple d'aller participer aux réunions de quartier, de prendre des décisions comme ça, de rejoindre une association, etc. Et le numérique, il apporte une chose très importante, c'est que lorsqu'on est comme ici en présentiel ce soir à discuter ensemble, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a souvent des leaders qui émergent au sein des groupes et donc qui vont prendre plus la parole que les autres. Il y a souvent une forme de paresse sociale qui s'installe, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a une idée et que d'autres personnes ont à peu près la même idée, bah, ils vont peut-être pas faire l'effort de participer plus en amont, ils vont se dire ok, on a dit ça, c'est bon. Et puis il y a, c'est quoi que j'ai noté, la convergence des idées. Voilà, quand on discute en groupe, les idées commencent à converger vers une seule idée centrale en général. D'ailleurs, on vous a demandé un classement. Et pourquoi on vous a demandé un classement? On vous a demandé de vous mettre d'accord finalement sur l'ensemble de vos idées, quelle était celle que vous vouliez présenter. Et bien avec le numérique, les gens qui sont timides, qui ne vont pas oser parler, ou qui vont avoir des idées décalées, ou qui ne sont pas du tout dans le cadre de ce qui a pu être fait en présentiel, vont pouvoir s'exprimer et avoir les mêmes chances de se faire écouter que ceux qui osent parler en présentiel. Donc, je trouve que ça c'est une modification, un changement important aussi. Emmanuel? Oui, moi je rebondis par rapport à ce que vous disiez. C'est vrai que finalement tout ce qu'on s'est dit là, c'est plutôt présenté de façon assez positive et on peut le regarder et sur un an plus, en tout cas plus impactant. Et je pense à un des sujets qui est finalement l'horizontalisation de l'information, la symétrisation qu'induit le numérique. On peut c'est pareil dans une entreprise, finalement communiquer avec le patron de la boîte, ce qu'on ne pouvait pas difficilement faire avant. On peut communiquer dans les deux sens qu'on pouvait moins faire avant. Et tout ça, ça perturbe quand même un certain nombre de modèles établis. Et vous voyez, un manager intermédiaire dans une entreprise, quand il sait que son salarié l'information ne dépend plus de lui, puisque le salarié peut communiquer directement avec le N+2 ou le N+3 et inversement, son rôle il est vraiment mis en question. Et donc lui, il ne voit pas forcément ça comme un truc positif, alors que le salarié, lui, le voit plutôt comme un truc positif. Et donc voilà, je pense que dans toutes ces choses-là qu'on a évoquées, il y a un moment où, quelque part, ça bouge un certain nombre de cliquets, et ça nous amène à nous poser des questions sur nos modèles à la fois de fonctionnement de la société, puis de la même façon de fonctionnement des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux réactions déjà? Quelqu'un veut prendre la parole? Tic-tac, tic-tac. Non? Personne? Ok, alors on va passer au temps 2. Le temps 2, ça va être le temps de la formulation de proposition. Mais comme ce serait trop facile de rester assis au même groupe, etc., en même table, on va un petit peu changer. Hein, c'est ça. L'idée, c'est... Oui, c'est sauf. J'essaye de faire monter un peu la sauce. Alors, l'idée, c'est que chacun, à l'exception des leaders des groupes, change d'espace et se mélange à un autre groupe. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez devoir, à partir de là, choisir parmi les 7 propositions, les 7 identifications de changement, choisir un changement sur lequel vous allez formuler des propositions. Comment faire en sorte que l'engagement citoyen, grâce au numérique, s'améliore, s'accélère, etc. Alors déjà, on y va, vous avez 3 minutes pour changer de table, etc. Donc on va enchaîner tout de suite. Juste pour information, c'est le 63e Digital Society Forum.
atelier. Et sachez que ce soir, il y a un autre atelier qui a lieu en même temps que nous à La Roche-sur-Yon. Et donc qui porte sur l'attention, l'impact du numérique sur l'attention. L'attention, L', A-T-E-N-T-I-O-N. Alors, avant qu'on passe aux propositions, voilà, je regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole, dire des choses avant qu'on rentre dans le cœur des propositions? Ah, David, tu veux dire quelque chose? Ok. Non, quelqu'un veut prendre la parole? Tout le monde est content? Tout le monde va bien? C'est bon? Ok, alors, pour venir présenter vos propositions, donc il faut effectivement, encore une fois, quelqu'un qui prenne la parole. Donc ça peut être la même personne que dans le premier temps, mais ça peut être une autre personne. Il faut, je vous le rappelle, parler clairement et formuler facilement et lisiblement pour notre ami Bertille. Et à partir de là, vous choisissez une proposition et vous expliquez bien pour quel public vous destinez cette proposition. Qui veut commencer? Tic-tac, tic-tac. Ils sont chauds ici. Ah, c'est parti. Elle vous a balancé. Alors, qui prend la parole? Vous asseyez jamais à côté d'elle. Alors, donc, en fait, on a travaillé sur 2 sujets, mais on prend qu'un seul, hein, c'est ça? Donc, donc sur le mais par contre, non, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des propositions seront retransmises dans le livrable qui sera imprimé dans 10 jours. 15 jours, ok, 15 jours. Dans 15 jours et qui sera communiqué à tout le monde. Donc voilà. Donc, une des propositions qui vous semble essentielle. Rappelez bien pour quel public elle est destinée. Alors donc, c'est sur l'engagement numéro 4, le numérique facilite le civisme. Donc la phrase exacte, il manque un mot là-bas, c'était « ça facilite la remontée d'informations auprès des opérateurs ». Voilà, ça change un peu le sens. Et donc la proposition qu'on a eue ici, elle s'adresse auprès des éditeurs d'applications, éditeurs d'apps sur les smartphones, et ça serait de gamifier, donc de rendre plus ludique toutes les applications qui permettent de remonter les informations, que les citoyens puissent, quand ils trouvent une plaque d'égout qui est bouchée et que l'eau est en train d'envahir une rue, faire la photo, peut-être gagner des points grâce à ça, peut-être que ces points permettraient par exemple de reverser de l'argent à une association ou autre, et donc ça donnerait envie de participer davantage, et ça permettrait d'avoir plus de trafic, enfin plus de remontée d'informations pour les différents services de l'État ou de la région, de la commune. Alors Jérémy note, hein, c'est un développement. Oui, c'est ça, voilà, avec quelqu'un. Bertie, toi tu notes pas à ce stade-là. D'accord, mais on va récupérer les documents, c'est pour ça. D'accord. Donc j'espère que vous avez écrit très clairement. Alors, une autre personne. Ok. Je souhaitais intervenir juste après, parce que nous aussi on a choisi la carte. Eh bien c'est pas un problème. Tout va bien, tout va bien. Donc là, en fait, ce serait donc le destinataire, ce serait plutôt l'administration. À notre sens, le numérique devrait standardiser les outils de signalement. Donc les signalements, par exemple, si on voit un panneau de signalisation qui est tombé, etc. Mais en fait, il en existe déjà sur le territoire français, dans certaines villes seulement. Chacun développe sa petite application de son côté, donc ce serait bien que sur le territoire ce soit homogène. Et dans un deuxième temps, les promouvoir pour toucher le plus grand nombre de citoyens. D'accord. Parfait. Ok. Qui veut prendre la parole? Ah ben c'est bon, si tu as encore fait. Donc cela concerne le troisième point. Donc le fait qu'on passe de uniquement récepteur à émetteur, notamment dans le cadre de la vie politique ou du journalisme. Ce qui nous paraît important, c'est que l'information soit identifiée et tracée, afin qu'il y ait de la pertinence de cette information. Et pour ça, il y a une notion de contrôle qui doit être faite, mais ce contrôle doit être indépendant forcément des autorités. On pense à un groupe de citoyens qui est désigné ou tiré au sort à la manière de jurer dans un jugement. Voilà. Une forme de gouvernance horizontale avec un groupe de gens décloisonnés, etc. Voilà. Oui, parce qu'on se dit qu'on reçoit tellement d'informations maintenant qu'on ne connaît plus la vraie information.
il peut y avoir des tas de fausses informations. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir cibler, c'est-à-dire que chaque information soit codée à la base, puisqu'on a tous une adresse IP, on a tous quelque chose, il y a une trace de l'information à l'origine, et qu'on puisse remonter, c'est-à-dire qu'il y a un code en bas de l'information, que tout le monde puisse cliquer dessus et dire c'est monsieur Tartampion ou telle personne qui a émis cette proposition. Mais que tout le monde y ait accès, parce que là, je pense que les politiques et tout ce qui est police, tout ça, ont accès à tout ça, mais nous, non. Mais nous, non. Et même ce qu'on dit, on ne sait même pas où va notre information. Vous mettez même une fausse information sur Facebook, par exemple. Moi, j'ai mis une fausse information, j'aimais bien les tatouages, je clique sur like, et tout. Un salon du tatouage, il y a des gens qui, autour de moi, me disent « mais t'aimes bien les tatouages alors que je les connais même pas ». Donc, vous voyez, c'est un jeu, quoi. Mais il faut savoir que ce que vous dites, vous ne savez même pas où ça va, et ce que vous recevez, vous ne savez même pas d'où ça vient. Donc, comment croire, faire confiance au numérique, puisqu'il n'y a plus aucune source fiable. D'où l'importance de ces gouvernances avec des groupes décloisonnés. Sachez que ce matin, effectivement, quand on a travaillé sur l'industrie cloud, l'importance du digital et la digitalisation pour accélérer cette transformation, cette économie positive de l'industrie, c'est exactement ça. On s'est dit, il faut avoir une gouvernance horizontale, et créer une forme de maillage des différents acteurs, ces acteurs pouvant tous intervenir au même niveau. Et on ne peut pas avoir d'un côté les entreprises, de l'autre côté l'administration et enfin les citoyens. Si l'ensemble n'est pas intégré et inclus dans le débat, dans le contrôle, etc., ça ne peut pas marcher. Voilà. Claudia. Concentre-toi. Sur quelle proposition? On va travailler sur la 2. Le numérique permet un accès plus direct aux décideurs. Oui. Donc, on a fait 3 propositions, mais je vais en lire qu'une, qui est à destinataire des entreprises et des acteurs économiques. Ouais. L'idée, en fait, ce serait que, soit en local, soit de manière nationale, à définir, que les citoyens puissent voter sur l'orientation des démarches RSE et des projets soutenus par les entreprises. Ah oui, donc c'est vraiment là on pousse encore plus loin. La chose, c'est que les citoyens... Non? Si, c'est ça. C'est ça, c'est que les citoyens soient partie prenante des entreprises. Exactement, parce qu'on va peut-être qu'ils votent sur les projets, c'est-à-dire si on a envie qu'Orange demain soutienne le droit des femmes, en fait, par exemple, Orange... Ce qu'ils font déjà, Valérie, c'est pour ça que c'est un exemple. Orange c'était fait soutient le droit des femmes. Exactement, avec le droit des femmes. Elle dit oui, avec un énorme programme. Si par exemple, Orange propose 5 projets, le droit des femmes, les réfugiés, les enfants, l'entrepreneuriat, et les citoyens se réunissent pour choisir quelle démarche RSE ils veulent soutenir. Alors, ce qui est très intéressant, moi ça m'évoque l'ONG Oxfam, je regarde Jérémy, Oxfam a lancé une campagne justement grâce au digital il y a 2 ans pour inciter les marques à prendre en compte les sujets d'environnement, etc. Et au lieu de dire d'appeler au boycott, ils ont appelé en fait les consommateurs du monde entier à dire nous on aime consommer vos produits, mais maintenant on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez qu'on continue à vous aimer, montrez-nous ce qu'il y a à l'intérieur de vos produits, soyez dans la transparence, etc. pour quelque part regagner la confiance. Et je pense que toutes ces démarches, ça va effectivement dans le même sens, mais en tout cas, il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'avoir d'un côté les entreprises, de l'autre côté les citoyens ou de l'autre côté le pouvoir. Enfin, il y a véritablement, c'est aussi un point, mais peut-être que Jérémy, Emmanuel ou Luc pourront plus en parler, il y a une volonté d'aller plus loin et d'avoir ce maillage qui est naturel sur le digital et que l'on souhaite avoir en présentiel maintenant. Oui, alors, on revient au même point, la validité des gens qui proposent, si vous voulez, typiquement c'est des sites d'hôtels. Typiquement, c'est les sites d'hôtels où vous allez pour choisir un hôtel, vous voyez que des commentaires positifs. Donc mais après, qui écrit, on ne sait pas, et qui a supprimé éventuellement les commentaires négatifs. Quoi. Je veux dire, il n'y a aucun contrôle. Et puis vous arrivez à l'hôtel et puis vous dites, mais c'est pas du tout ce qu'il y avait écrit. Donc ça vous est tous arrivé, et puis ça va vous arriver de plus en plus. Mais ça, c'est rien, entre guillemets. C'est un hôtel, c'est une semaine de vacances.
Mais si c'est un engagement important, ça peut être catastrophique. Oui, absolument. Alors, le dernier groupe. Alors, Loïs. Alors, il faut être un peu le micro plus proche, voilà, ici, hein, comme ça. Voilà. Alors, attends, sur quel groupe? Sur quel sujet vous avez travaillé? Le 6. Donc, le 6, c'est le numérique permet de signer plus de pétitions. Non, le 5. Le 5. Alors, le numérique permet un engagement transfrontalier. Loïs, il faut que tu parles vraiment dans le micro. Oui, du coup, on avait une idée d'organiser un débat civil transnational pour préparer l'avenir des générations futures, multiplier grâce au Civitech la co-rédaction des lois et l'historique sur l'historique. Pourquoi? La co-rédaction des lois avec l'historique. Des lois? D'accord, donc en fait, inciter les citoyens sur l'ensemble des nations à participer et pour élaborer les lois, c'est ça? J'ai bien compris. Ok. Alors, on va demander à nos experts, peut-être ce qu'ils en pensent. Jérémy, je suis juste à côté de toi. Tu commences? Jérémy, il a plein de nouvelles idées. Ah oui, le RSE démocratique, j'ai voté, c'est bien ça. Merci à tout le monde. Je vais pas pouvoir répondre à chaque proposition, mais déjà la gamification, du coup, c'était la première chose. Oui, évidemment, on travaille dessus, par exemple, pour avoir des badges quand tu as posté tant d'idées ou quand tu as atteint tant de votes, des choses comme ça, sans pour autant donner plus de pouvoir à quelqu'un qui aurait plus de badges, hein, évidemment, c'est pas ça la question. Par contre, le signalement de dysfonctionnement, ça plutôt non. S'il y a très peu de collectivités qui en ont actuellement, c'est parce que si vous passez à côté d'un feu rouge cassé et que vous le signalez, il faut dire qu'il y a peut-être 3000 personnes qui vont le faire dans la journée aussi, quoi. Et donc c'est carrément ingérable pour les mairies, donc c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. La promotion des civic tech, bah oui, c'est un sacré problème et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Chaque média fait un petit sujet sur la civic tech en parlant de 2-3 alors qu'il y en a plein, ça devrait être une vraie rubrique. Je vais passer vite là-dessus. La vérification de l'information, donc le fact-checking. Ça, il y a une association qui s'appelle Vérité Politique qui fait ça pour ce que disent les personnalités politiques qui vérifient. Par exemple, quelqu'un qui vous a dit, un politique qui dit bah, moi il y a 3 semaines j'étais là, j'ai vu 10 000 personnes, machin, bah, ces mecs-là ils vont vérifier que c'est vrai. Vérité politique au pluriel. Ouais. Et puis ça rejoint un petit peu aussi la proposition du Sénat citoyen qui revient souvent de remplacer les sénateurs par des citoyens tirés au sort, ce genre de choses. Et là, on en parlait tout à l'heure avec Jérémy, on a assisté il y a 15 jours à une soirée qui a été organisée à l'initiative d'une grande civic tech qui s'appelle Make.org et qui a réuni plus d'une dizaine d'acteurs de civic tech. On était 11 à pitcher, mais il y en avait beaucoup plus que ça, et plus de 30 députés, c'était une première. Voilà, mais en fait il y avait 30 députés qui étaient là, oui, il y avait François de Rugy, donc le président de l'Assemblée qui était là, et ensemble ils ont tous réfléchi sur réinventer l'Assemblée nationale. Comment les uns et les autres peuvent se réapproprier le territoire citoyen concret de l'Assemblée nationale. Je vous conseille de le regarder parce que le débat était absolument passionnant. Et le replay sur Facebook. Replay sur Facebook, regardez sur mec.org. Je t'en prie. Et je voulais ajouter quelque chose que l'on m'a demandé de faire un rapport d'étonnement, et donc il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'il y avait sur toutes les... On peut revoir les propositions. Pas les propositions, c'est les propositions que j'avais écrites. Voilà. C'est que tout ça, hormis évidemment la une, la 6, la 7 qui sont très concrètes, mais toutes les choses qui sont un peu plus larges, ça nécessite quelque chose que aucun de vous a cité, c'est une plus grande connaissance du fonctionnement des institutions par les citoyens, que ce soit les enfants ou les adultes. C'est-à-dire qu'on tous, on n'a pas, et encore vous êtes là ce soir, donc vous êtes particulier par rapport à l'ensemble des personnes que ça n'intéresse pas forcément. Pour avoir plus de démocratie, que le citoyen participe plus, il faut qu'il connaisse mieux le fonctionnement des institutions pour être capable de faire des idées qui sont en lien et qui soient des compétences des institutions visées. Et donc ça me paraît très important et je trouve que ça manque un petit peu comme solution, quoi. Une solution sur le long terme qui est de former plus les enfants et y compris les adultes à ça, pour qu'on soit des citoyens plus avisés. Voilà. C'est très mais effectivement, on se dit c'est cela aussi, c'est-à-dire que c'est intéressant. C'est pour ça que ce type de soirée, comme on peut organiser là, et merci à Valérie et à Camille et à toute l'équipe d'avoir organisé cet événement, c'est que la transformation numérique, et en particulier sur les civic tech, la prise en charge et la prise en compte de ces changements, et en particulier de l'engagement citoyen, ne peut pas que se faire sur le numérique.
C'est-à-dire qu'il faut le changement numérique plus des réunions présentielles où les uns et les autres collaborent et échangent, et les uns et les autres se complémentent. C'est-à-dire qu'on n'a pas que d'un côté le numérique, que d'un côté le présentiel, mais que l'un et l'autre s'amplifient. Luc, je vois. C'est une excellente transition, parce que moi, mon rapport d'étonnement, il est justement ça. Décider ensemble, on a 12 ans d'expérience sur un milieu, la participation, la concertation, qui a une trentaine d'années d'existence. Et on a, au bout de ces 30 ans, travaillé les questions des règles, les règles du jeu qu'il faut avoir, les postures éthiques. Et on sait que dialoguer avec les citoyens dans le milieu, par exemple, environnemental, sur type Stevens, Notre-Dame-des-Landes, on ne fait pas n'importe quoi. On a des méthodes, des process qui, pour être robustes, doivent respecter des règles. Et ces règles-là, ce qui est nous, à Dessiner Ensemble, on s'intéresse au numérique, et on veut épauler les acteurs du numérique, c'est de vous les transférer, cette connaissance-là. Parce que nous, on constate quoi? C'est que le numérique, des fois, il réinvente, il redécouvre des choses que dans le milieu de la concertation, on a acquis depuis longtemps. L'information, vous l'avez évoqué, il faut une transparence totale de l'information. Savoir qui donne l'information. Vous savez que quand vous faites un processus de participation et que le maître d'ouvrage il donne de l'information, tout de suite, elle est suspecte, cette information. Il faut donner de l'information pré-mâchée, prévisualisée pour qu'elle soit compréhensible, mais il faut donner le code derrière. Il faut que ce soit aussi accessible. Parce que si vous voulez gratter, pour savoir si l'information du maître d'ouvrage n'est pas fausse, il faut pouvoir le faire. Ça, c'est des choses que l'on sait dans le milieu de la concertation. Et il faut que le numérique, pour lequel il faut s'y préparer et progresser sur cette ingénierie de la participation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, deuxième rapport d'étonnement, c'est que on est sur une question de confiance. Hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit tout à l'heure, mais on ne peut construire des dispositifs qui tiennent dans le temps, parce que je disais une précédente, je sais pas combien d'enfants, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne. Hein, donc, il faut donc avoir un dispositif de confiance robuste. Et ce dispositif de confiance robuste, il faut se fixer des règles et s'y tenir. Et donc, ce qui est très important, c'est de travailler sur les méthodes, l'ingénierie. Et donc, au final, ce n'est pas le savoir-faire qu'il faut travailler, c'est le savoir-être. C'est très important ce que je dis. Les savoir-faire, on s'en fout. On arrivera toujours à développer des outils, des applications. L'intelligence, là, est vraiment immense. Mais ce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, c'est le savoir-être. Si vous, le porteur de projet, il n'a pas une écoute attentive et bienveillante sur ce que lui disent les gens, par quelques canaux ils viennent, ça ne changera rien. Et Laurent Mermet le dit très clairement, ce n'est pas en donnant un haut-parleur aux gens qu'on règle le problème du sonotone du pouvoir. Et donc, il faut travailler attentivement. Il a dit travailler. La punchline. Travailler, parce que ça se travaille à former nos décideurs. Et ça, c'est au changement de posture. Et ça, c'est quelque chose aussi que le numérique peut apporter via des applis, via de la formation, etc. Donc voilà moi les deux choses que je voulais dire. C'est apprenez du milieu de la participation qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et deuxièmement, ne vous concentrez pas que sur les savoir-faire. Travaillez les savoir-être. C'est beaucoup plus important en efficacité. Emmanuel? Il y a une proposition qui m'a intéressé, là, c'est l'idée des points de citoyenneté. Donc, quand vous remontez ça j'ai bien compris, hein, vous remontez un dysfonctionnement et puis vous avez un point ou un badge, enfin je ne sais pas après à transformer en point à définir, mais je trouve ça intéressant. Bon, nous on a chez Orange, même s'il y a plein de collectivités qui ont abandonné l'idée, on a un dispositif de remontée de dysfonctionnement sur notre réseau, qui est à disposition de tout le monde, qui s'appelle Signal Réseau, et que nous on promeut parce que c'est vraiment un outil formidable pour savoir ce qui se passe sur notre réseau, s'il y a un poteau abîmé, une armoire ouverte, etc. Bon, après, il y a effectivement un sujet d'abondance d'informations qu'il faut savoir gérer, et on doit gérer beaucoup de doublons, mais c'est vrai que l'idée de l'incitation est assez intéressante. Il y a Pierre Ménot qui m'a interpellé.
Ah oui, c'est la RSE démocratique. C'est vrai que quand on fait la RSE, quand on fait une stratégie RSE dans une entreprise, déjà on fait ce qu'on appelle du dialogue parties prenantes. Donc on a déjà un travail d'échange avec toutes les parties prenantes qui sont autour de nous, et ça inclut les associations de consommateurs, les élus, voilà, donc tous les représentants de la société qui sont autour de nous pour exprimer les attentes. Donc c'est vrai que par contre, moi je n'ai pas connaissance d'entreprise qui soit allée jusqu'à un espèce de référendum citoyen sur qu'est-ce que vous attendez, d'Orange, ou qu'est-ce que vous attendez de mon entreprise, où est-ce qu'il faut que j'investisse en termes sociaux. C'est intéressant. C'est une vraie rupture. Oui, ça va jusque-là. Alors, ce que je vous propose, alors je vois le monsieur, on prend une question, enfin, ou une remarque, pardon, pas forcément, et puis ensuite on va continuer le dialogue autour d'un buffet qui est là, enfin, en tout cas d'un verre de l'amitié, on va appeler ça comme ça. Et allez-y, monsieur. Oui, c'est à propos de. Il ne faut pas travailler sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être. Ce qui, en effet, est extrêmement important parce qu'en fait, quand on est sur ce terrain-là, je dirais, réellement, on met en exergue les valeurs humaines. Et si on met les valeurs humaines, tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui est écoute, respect, confiance, vraiment, ça va dans ce sens. Et ça va justement, en ce moment, on dit qu'il y a un manque de repères, qu'on a besoin de sens, on est complètement dans le sens. Et je ne vous cache pas que je connais quelqu'un avec qui j'ai des échanges assez formidables là-dessus, que tout simplement, l'ancien médiateur et président du Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire Jean-Claude Leland, qui partage tout à fait, grand personnage, voilà, et qui partage tout à fait donc, cette pensée. Voilà. Et donc, lorsqu'on dit, et ça, je dirais, c'est le côté qui m'amuse un peu, quand les hommes politiques, certains hommes politiques, je dirais, disent « Ah, il faut mettre la confiance, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, la confiance, elle viendra d'elle-même si on fait cela. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est bien cela dont la société a besoin, car en fait, à ce moment-là, on élève le niveau de conscience des gens. C'est automatique. Alors, voilà. Merci infiniment pour le savoir-être et cette, non pas leçon, mais conclusion qui est très bien. Je vous propose donc, on va stopper là, enfin en tout cas pour ce soir, puisque vous allez pouvoir retrouver, donc, comme on l'a dit, le livrable qui vous sera envoyé sur vos mails, etc. Vous pourrez aussi suivre d'autres débats, et puis peut-être également, il y aura des évolutions aussi, des choses qui donneront suite à l'ensemble des propositions, etc. sur le site qui est indiqué, donc digital-society-forum.orange.com. Merci à tout le monde, d'avoir organisé ça, merci à nos intervenants, merci à Valérie et Emmanuel. Merci infiniment. Bonne soirée.